Bonsoir. Vous êtes là, Farah? Vous n'êtes pas nombreux. Oui, oui, madame, je suis là. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des examens? Non, Ok. Donc, on essaye de démarrer notre cours. Voilà. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté vers la présentation d'un variogramme. Donc, la présentation du variogramme nécessite quelques conditions, je rappelle. La première condition, il faut avoir une variable régionalisée avec des valeurs, et également avec des coordonnées réparties dans une zone, dans l'espace. Deuxième critère, il faut avoir un nombre de données suffisant, plus de 30 données pour pouvoir calculer les variogrammes. Troisième critère, il faut choisir un pas H ou bien la distance H. Bien sûr, si vous avez des données réparties dans une zone, vous connaissez les distances entre les mesures. Essayez de choisir toujours une distance H faible par rapport aux dimensions globales de la zone du travail. Comme ça, vous restez à l'intérieur de la zone du travail. Le variogramme que vous allez calculer, c'est un variogramme significatif. Également, nous avons bien dit, un autre critère, c'était la direction, le choix de direction de calcul. Donc ça, c'est en fonction de la répartition des données. Si vous avez une répartition régulière, donc le problème ne se pose pas, essayez de choisir n'importe quelle direction en cherchant l'ensemble, la totalité des données. Si la répartition n'est pas régulière des mesures ou bien des valeurs de la variable, à ce moment-là, il faut choisir la zone ou bien l'endroit là où il y a plus de données, plus d'informations. Et généralement en géostat, les études en géologie d'une manière générale, ils ont, si vous voulez donner des critères de direction, pardon, vous pouvez tester les directions 0, 45 ou bien 190 degrés, 135 degrés. Donc c'était avec des tests, avec des expériences, des projets réalisés en géologie. Donc ça, alors, on résume et on rappelle les critères à partir desquels vous pouvez entamer le calcul d'un variogramme et également de tracer le variogramme. Donc, une fois que vous avez calculé les variogrammes avec les distances choisies, il faut avoir, si vous voulez, une forme d'échelle précise en fonction des dimensions de la zone du travail. Sur un papier millimétrique, vous placez sur l'axe X les distances H, sur l'axe Y les variogrammes calculés en fonction de ces distances, également accompagnées par les unités du travail. Si vous avez l'unité du travail de la distance et en mètres, ça sera mètre, millimètre, n'importe quelle unité vous avez utilisée dans votre projet. Pour le diagramme, l'unité, nous avons bien dit que c'est l'unité de la variable utilisée au carré. N'importe quelle variable que vous avez utilisée pour l'étude, mais c'est l'unité au carré. Donc, ce que vous aurez à la fin, un nuage de points. Il faut faire juste avec le crayon un passage entre les points, à côté des points, et jamais, il ne faut jamais relier les points. Et ça, c'est une procédure qui représente un modèle visuel. Une fois le diagramme est tracé, il faut lire le diagramme maintenant. Lire le diagramme, c'est-à-dire représenter les éléments du diagramme. Il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle un effet de pépite, c'est zéro, c'est l'intersection du diagramme avec l'axe du gamma de H. Il y a ce qu'on appelle le palier. Le palier, alors, c'est le point de courbure max au niveau du graphe. Et la projection de ce point de courbure max représente sur l'axe, bien sûr sur l'axe des distances h, vous donne une distance appelée la portée. Donc les éléments sont C0, effet de pépite, le palier C et la portée A. Nous avons bien dit que ces zéros représentent les erreurs au niveau des données, parce que normalement et logiquement, quand il n'y a pas de distance, le diagramme n'existe pas. Malgré que h égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de distance, vous avez une valeur constante de diagramme appelée C0. Donc, cette erreur, elle est acceptable dans le cas où l'effet de pépite ou bien C0 est inférieur au palier par rapport aux données également. Donc, le diagramme il est significatif malgré l'existence de cette erreur, appelée effet de pépite. Par contre, si vous avez un effet de pépite qui est vraiment énorme, les valeurs sont vraiment énormes par rapport au palier, à ce moment-là, vous pouvez dire que la marge d'erreur au niveau des données, ce n'est pas au niveau du gamma de H, on voit en fonction des données, je parle des données, c'est-à-dire les erreurs au niveau des données avant les calculs des diagrammes,
sont vraiment énormes. Il faut faire très attention. Il faut vérifier d'abord la base de données et le variogramme n'est pas significatif. Donc, parfois, il faut rejeter carrément le variogramme et l'analyse Geostat jusqu'à ce que vous terminez la vérification des données. Ensuite, vous avez le palier. Le palier, nous avons bien dit que c'est le point de courbure max qui représente le point de changement, le point de l'apparition de la variation. Vous avez un comportement croissant, ensuite un autre comportement. Ce changement de comportement commence par un début. Ce début est appelé la variation ou bien le palier. Donc, la variation sigma carré ou bien le palier. D'où alors on peut appeler le palier C égal à sigma carré. Si vous avez une valeur d'effet de pépite, vous rajoutez cette valeur. Sinon, le palier égal à C ou bien sigma carré. La projection de cette valeur sur l'axe des distances vous donne une distance. Cette distance, elle est appelée A ou bien la portée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'apparition de ce changement se débute ou bien se déclenche vers une distance. Donc, vous avez des distances ou bien vous avez des dimensions globales de la zone du travail. Mais quand vous arrivez à cette distance-là, il va y avoir un déclenchement, il va y avoir un début de la variation. Cette distance est appelée la portée. Au-delà de cette portée, il y a un autre comportement du variogramme. Nous avons bien dit que le variogramme peut être divisé en deux parties. La première partie représente une croissance des gammas de h en fonction de h, ce qui reflète un fort lien entre les mesures de la variable. La deuxième partie, vous avez une stagnation visuelle et non pas des mesures, une stagnation du graphe et non pas des mesures. C'est-à-dire que vous avez un autre comportement du variogramme, c'est-à-dire plus les distances augmentent, vous avez ici un faible lien entre les mesures, et ça c'est clair. Quand on s'éloigne de la zone du travail, il va y avoir un faible lien entre les mesures. Donc ça a été dit, ça a été bien détaillé la fois passée. Pour aujourd'hui, on termine toujours l'analyse d'un variogramme. Je ne sais pas, est-ce qu'on a parlé de la troisième expression du variogramme pour ce groupe? Est-ce qu'on a parlé de cette expression, la troisième expression du variogramme? Gamma de h égale sigma carré moins ch. Non? C'est pas grave, je rappelle, si on a déjà fait ça, je vais juste rappeler. Donc, j'ai donné également la dernière fois une troisième expression du variogramme. Je rappelle qu'il y en a deux déjà. Celle-là, donc la première expression du variogramme, la première fonction, c'est en fonction de la variance. La deuxième expression, elle est donnée en fonction de l'espérance ou bien la moyenne. Donc, alors, on a donné la signification, ou bien la définition du variogramme comme le calcul de l'erreur quadratique moyenne des mesures réparties dans une zone dont Zx, c'est la première valeur au point X, Zx plus H, c'est la deuxième valeur au point X plus H, à une distance H entre la première valeur et la deuxième valeur au carré. Donc, je vous donne également une troisième expression, c'est celle-là. Donc, gamma de H égale sigma carré moins CH. D'où vient cette expression? Donc, on a déjà, je ne sais pas si pour ce groupe, je vais vous le démontrer ou pas, mais allez, je répète. On a donné une démonstration pour cette expression. On a commencé par la première expression du variogramme. Gamma de H égale n demi variance Zx moins Zx plus H. Et je rappelle que parmi les caractéristiques de la variance, c'est que si vous avez une variance x moins y, vous avez la variance... Excusez-moi. Donc, vous avez, parmi les critères de la variance, vous avez une variance x moins y égale variance x plus variance y moins 2 covariance xy. Donc, je parle dans le cas où vous avez deux variables. Ici, on n'a pas de variable, il y en a deux mesures de la même variable. Donc, je peux chercher le lien entre ces deux mesures et j'applique carrément l'expression, bien le critère de la variance. Variance xy, ça sera alors ici variance Zx moins Zx plus H. X est remplacé par Zx, Y est remplacé par Zx plus H. Et je remplace. Ça sera alors, j'ouvre la parenthèse, 1 demi, j'ouvre la parenthèse, var Zx plus var Zx plus H moins 2 covariance Zx, Zx plus H. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste donné une application numérique des caractéristiques de la variance. Donc, j'ai rappelé que en mathématiques, variance x moins y égale à variance x moins variance y, plutôt plus variance y, moins 2 covariance xy. Si
je remplace ici x par zx et y par zx plus h, j'aurai cette expression. Et je développe encore, je vais faire entrer n demi à l'intérieur, n demi variance zx plus n demi variance zx plus h moins 2 sur 2 covariance zx plus h. Donc ici, n demi variance zx plus n demi variance zx plus h, toute cette expression, c'est une variance. Tout ça, c'est une variance. Pour c'est-à-dire la première variance et la moitié de la deuxième variance, c'est une variance. Et la variance, elle est donnée par sigma carré. Donc, on a nommé toute cette expression-là par sigma carré. Moins 2 covariance xy, plutôt covariance zx plus h, c'est la covariance en géostat appelée CH. Donc, toute cette expression, on la nomme CH qui représente la covariance. Et finalement, j'aurai l'expression finale, la troisième expression du diagramme, en fonction de la variance et la covariance, gamma de h égale sigma carré moins CH. Ça alors, c'est une troisième expression. Je vous donne également la représentation graphique de cette expression qui explique au mieux la relation entre les mesures et les distances. Vous avez ici en bleu le diagramme, plutôt en noir c'est le diagramme, et en bleu c'est le graphe de la covariance. Donc ici, vous avez les distances h. Donc ici, vous avez les gammas de h et la covariance. On remarque qu'au même temps, quand les distances h augmentent, vous avez une croissance de diagramme et une décroissance de la covariance. C'est-à-dire, plus les distances montent, on a affaire à une covariance qui est diminuée ou bien un lien qui est diminué entre les mesures. D'où alors, j'ai bien expliqué auparavant ici, quand j'ai parlé des parties du diagramme, j'ai bien dit que cette partie-là représente un fort lien entre les mesures. Cette partie, après la portée, vous avez un faible lien des mesures, c'est-à-dire une faible corrélation, une faible covariance représentée ici par ce deuxième schéma. Voir alors quand les distances augmentent vraiment et dépassent la zone du travail, vous avez ici un lien qui est nul, une covariance vraiment nulle, représentée graphiquement par un diagramme presque stagné. Donc visuellement, il est stagné. Ce n'est pas les mesures qui sont stagnées, mais c'est le comportement du diagramme qui change. Donc ça a été défini, ça a été expliqué la dernière fois. J'ai donné cet exemple pour le calcul du diagramme. Donc si je demande ici de calculer le diagramme pour un pas h égale à un pas, donc un pas c'est la distance entre la moitié du premier carré et le deuxième carré. Ce que vous voyez ici, c'est les mesures d'une variable quelconque d'ordre général. Il n'y a pas d'unité pour les distances ou bien pour les valeurs. C'est juste pour avoir une idée sur le calcul du diagramme. Si le pas h égale à un pas, j'applique directement ici, j'applique la deuxième expression que j'ai donnée. J'ai bien dit que la deuxième, c'est celle-là qu'on travaille avec beaucoup plus dans le stat. Alors, l'endemi, ça représente la symétrie des données et l'espérance, ça représente la moyenne. Donc, ici, pour cet exemple, vous n'avez pas de symétrie, c'est-à-dire vous n'avez pas des mesures qui se répètent de la même façon. Vous avez 1, 2, 3, ensuite 4, 3, 2, 1. Donc, il y a le 4 qui n'existait pas. Donc, vous n'avez pas une répétition symétrique. Donc, l'endemi, je le néglige au niveau des calculs. Qu'est-ce qui reste? Il reste espérance zx moins zx plus h au carré. Espérance, c'est-à-dire la moyenne des diagrammes que vous avez. Et je commence 1 moins 2 carré plus 1 moins 2 carré, c'est le premier diagramme. Ensuite, 2 moins 3 carré, c'est le deuxième. 3 moins 4, quatrième. 4 moins 3 au carré, c'est le cinquième. Plutôt, vous avez 1 moins 2 carré, 2 moins 3 carré, 3 moins 4 carré, 4 moins 3 carré, 3 moins 2 carré et 2 moins 1 carré. Pour un pas h égale à 1 pas. Ici, combien de diagrammes j'ai? 1, 2, 3 et 5, 6 diagrammes. Donc, ça sera alors le diagramme moyen, ça sera gamma 1 plus gamma 2, c'est des valeurs. Vous pouvez calculer. Gamma 1 plus gamma 2 plus gamma jusqu'à gamma 6 sur 6. Et vous aurez un gamma de h qui représente un pas. Vous pouvez changer le pas et vous pouvez appliquer la même procédure, la même expression. Vous aurez un autre diagramme. Vous pouvez faire également la même chose pour la deuxième répartition. Ensuite, pour ces deux tableaux-là, c'est des tableaux pour la représentation des nuages de points. Donc, vous avez ici la colonne des H, c'est un autre exemple, et la colonne des gamma de H, ça aussi c'est un autre gamma de H avec d'autres distances, avec ici le nombre de couples à partir desquels on a calculé. Le nombre de couples, c'est-à-dire le nombre de points qu'on a utilisé pour le calcul.
Et la représentation du nuage, elle est de cette façon. Premier tableau, ça, c'est la première présentation. Deuxième tableau, ça, c'est la deuxième présentation. Chaque point représente gamma de H et H. Et pour l'ajustement visuel, essayez de prendre le crayon sur le papier millimétrie et vous tracez le graphe qui passe entre les points. Donc, qui passe juste entre les points. À côté des points, entre les points, pas loin, pas trop loin, pas trop bas. Donc, il va être entre les points pour balayer l'ensemble du nuage. Également pour ce deuxième graphe. Et vous aurez alors un nuage visuel. Ça, alors, c'est les directions que j'ai discutées tout à l'heure. Donc, parmi les critères pour le calcul des barogrammes, c'est le choix des directions. Et là où il y a plus de données, plus d'informations, c'est la direction qu'il faut la choisir pour le calcul. Maintenant, en géostat, les directions les plus utilisées par expérience et par des travaux en géologie, c'est la direction 0, 45, 90 et 135, c'est-à-dire que c'est des tests. Et ça, je parle de tests quand vous utilisez plus tard des outils informatiques et vous utilisez des programmes et des logiciels en géostat, vous pouvez tester ces directions. Ce sera facile pour le choix de la direction meilleure, là où il y a plus d'informations. Et j'ai proposé cet exercice. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice ou pas. J'ai bien dit que vous pouvez répondre à la première question, la deuxième, la troisième, plutôt la quatrième. La troisième, on va entamer la partie de cours aujourd'hui. Donc, je répète, la représentation d'un diagramme, ça sera par un nuage de points et la modélisation, plutôt pour le graphe lui-même, il ne faut jamais tracer il ne faut jamais relier les points. On ne relie jamais les points, donc cette représentation est fausse. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut alors un ajustement visuel. Il faut prendre le crayon et passer entre les points, à côté des points, vous pouvez prendre un point, deux points, il n'y a pas de souci, mais jamais relier la totalité des points. Donc, ce modèle est appelé un modèle visuel. Maintenant, vous pouvez lire le modèle, ou plutôt, vous pouvez lire le diagramme avant l'interpréter. Vous pouvez lire le diagramme, c'est-à-dire que vous pouvez donner déjà les éléments du diagramme, C0, C, A, et qu'est-ce qu'elles représentent ces valeurs au niveau de mon projet ou bien au niveau de l'exercice. C'est-à-dire, c'est quoi C0, c'est quoi C, c'est quoi A par rapport à la variable donnée. Maintenant, pour aujourd'hui, on essaye d'avancer l'analyse géostat. Après la lecture du diagramme, il faut interpréter le graphe. Alors, interpréter le graphe ou bien l'interprétation, elle s'étale sur deux phases ou bien deux parties. La première phase, c'est interpréter le diagramme en fonction de son comportement à l'origine. La deuxième phase, c'est interpréter le diagramme en fonction de son comportement de palier. On commence par l'interprétation du diagramme en fonction de son comportement à l'origine. Et je vous propose 5 cas. Donc, quand vous commencez une analyse géostat, vous allez trouver un cas. Donc, je vous donne les cas possibles. Et vous pouvez avoir dans un exercice ou bien dans un projet un cas parmi ces cas. Donc, le premier cas, ce que vous voyez ici, donc l'interprétation, elle se base sur la forme du graphe. Donc, ici également, l'effet de pépite. Le comportement à l'origine, c'est beaucoup plus l'effet de pépite. Donc, ici, ce que vous voyez ici, c'est un diagramme qui commence par l'origine. Si vous avez tracé le diagramme et vous avez cette forme, donc vous pouvez dire que le diagramme, c'est un diagramme sans effet de pépite. Il n'y a pas d'effet de pépite. Alors ici, un diagramme sans effet de pépite, c'est-à-dire C0 égale à 0, c'est un diagramme significatif d'une manière parfaite, et ça, c'est l'idéal, parce qu'en géologie, ou bien dans les travaux de géologie, ou bien géologie appliquée, il y a toujours une marge d'erreur au niveau des données. Donc, il n'y a pas vraiment zéro erreur. Zéro erreur n'existe pas au niveau des études en géologie. Mais parfois, il y a des études parfaites, réellement parfaites, là où il y a un C0 qui est égal à 0. Si vous avez ce graphe, donc vous pouvez interpréter de la manière suivante. Donc vous pouvez dire que c'est un diagramme sans effet de pépite. Donc C0 égale à 0, pas d'erreur au niveau des mesures, et c'est un diagramme représentatif de la structuration de la variable régionalisée. Deuxième cas. Donc, vous avez tracé le diagramme, vous avez trouvé cette forme. Donc, par rapport à la première, ici, le diagramme ne commence pas par l'origine. Donc, ici, vous avez un effet de pépite constant. Donc, vous avez une valeur constante de C0. Vous pouvez dire cette valeur à partir du graphe.
Donc, la valeur de ces zéros existe. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je peux dire que c'est un variogramme à effet de pépite. Maintenant, il y a deux cas. Soit c'est un variogramme significatif quand vous avez alors un effet de pépite faible par rapport au palier, par rapport aux données. Donc, à ce moment-là, l'erreur existe, mais elle est acceptable. J'accepte le variogramme, il est significatif. Deuxième cas, vous avez un effet de pépite, mais vraiment, il est fort par rapport au palier. Donc, le variogramme, par exemple, commence de cette partie-là. Donc, l'effet de pépite, il est très fort. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est un variogramme à effet de pépite et c'est un variogramme non significatif parce que la marge d'erreur, elle est très importante. Il faut vérifier d'abord les données au départ. Et je répète, c'est un variogramme non significatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut alors rejeter le variogramme, il faut vérifier d'abord les données. Ensuite, il faut reprenez l'étude Geostat et le calcul du variogramme et la présentation du variogramme. Troisième cas, si vous avez tracé le variogramme et vous avez cette forme, presque une ligne droite horizontale. Donc, ce variogramme ne représente pas un variogramme carrément. Ce n'est pas un variogramme. Pourquoi? Parce que c'est un variogramme qui représente seulement l'effet de pépite. Et on appelle ça un variogramme à effet de pépite. Donc, il n'y a pas vraiment une structuration de la variable à cause des erreurs. Donc, il y a la totalité des données, c'est des données aberrantes, c'est des données qui présentent des erreurs. Donc, le variogramme tracé, c'est un variogramme qui me donne alors un effet de pépite pur et il n'est pas significatif du tout. Donc, il est rejeté. Si vous avez cette forme, il est vraiment rejeté dès le premier coup. Donc, ça, vous avez les trois cas en fonction de l'effet de pépite. Donc, vous avez le quatrième cas et le cinquième cas. Ici, pour le cinquième cas, le dernier cas, vous avez un comportement à l'origine qui est linéaire. Et je parle ici de la fonction mathématique du graphe. Et si je peux dessiner carrément une tangente, une droite tangente, et j'ai alors la fonction de cette droite. Y égale à x plus b. Donc ici, vous avez un comportement linéaire à l'origine. Et pour la totalité des variogrammes que vous allez trouver, c'est un comportement linéaire à l'origine. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à la géostatistique linéaire monovariable. Donc, le comportement des variogrammes à l'origine, c'est un comportement qui présente un modèle mathématique linéaire. Je parle d'un modèle mathématique. Et je rajoute à cela un autre comportement. Si je compare ce comportement à l'origine par rapport à celui-là, vous avez ici un variogramme avec un comportement non linéaire à l'origine. C'est un comportement parabolique à l'origine. Ça, c'est pour vous dire, et ça, ce qu'on appelle un phénomène de dérive. Alors, ce cas représente la géostatistique monovariable ou bien multivariable non linéaire. C'est pour vous dire et pour attirer l'attention aux étudiants que, à côté de la géostatistique linéaire, il y a aussi ce qu'on appelle la géostat non linéaire et ce n'est pas le sujet de votre cours et peut-être ce sera dans le programme de master peut-être. Mais c'est-à-dire vous avez un comportement non linéaire à non linéaire. Donc, je répète, en récapitulant, l'interprétation du variogramme en fonction de son comportement à l'origine, vous avez soit un variogramme sans effet de pépite, un variogramme avec effet de pépite, il est significatif si c'est zéro, il est faible, il est non significatif si l'effet de pépite est fort. Un variogramme avec effet de pépite pur, un variogramme à comportement linéaire à l'origine, et un variogramme avec un comportement non linéaire à l'origine qui représente un phénomène de dérive. Alors, le comportement linéaire à l'origine, je peux l'assembler ici. Donc, je peux dire à la fois, c'est un variogramme sans effet de pépite à comportement linéaire à l'origine. C'est un variogramme avec effet de pépite à comportement linéaire à l'origine. Je peux faire la projection de ce comportement vers les autres modèles. Maintenant, pour un exercice ou bien pour un projet, vous pouvez avoir un modèle ou bien un cas. Un cas pour l'interprétation. Deuxième étape de l'interprétation du variogramme, c'est l'interprétation en fonction de son comportement de palier plutôt. De palier, de C. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez trois cas. Donc, soit vous avez un variogramme avec palier, ce que vous avez ici, c'est un variogramme qui présente un palier. Ici, vous avez un autre variogramme avec palier, mais c'est un palier qui représente
une fonction sinusoïdale qui varie d'une manière cyclique ou bien d'une manière périodique. Si vous avez ce cas, le variogramme est appelé un variogramme à effet de trou. Le variogramme à effet de trou, c'est un variogramme qui est très connu et souvent trouvé dans des études de géologie appliquée, parce qu'il y a parfois des problèmes de périodicité. Je donne un exemple en stratigraphie, juste un exemple comme ça, pour donner juste le principe d'un effet de trou. Si je prends un log stratigraphique avec des lithologies bien précises et des épaisseurs des couches, je prends par exemple l'épaisseur de la lithologie comme variable régionalisée, et j'ai au niveau de ce log une intercalation argile-calcaire, ensuite calcaire, argile, calcaire. Donc ici, vous avez une alternance ou bien vous avez une périodicité cyclique de la lithologie. Vous avez des épaisseurs lithologiques qui se répètent d'une manière périodique. Et si vous tracez le variogramme des épaisseurs de ces lithologies, vous avez affaire à un variogramme appelé variogramme à effet de trou. Bref, c'est un variogramme qui représente une structuration de géologie périodique. C'est-à-dire vous avez un problème qui se répète d'une manière cyclique ou d'une manière périodique. Troisième cas, vous avez tracé un variogramme, vous avez trouvé cette forme. Donc, avant d'expliquer ça, je reviens juste au modèle théorique. Vous avez ici le modèle théorique que j'ai exposé au premier lieu. C'est un modèle qui représente trois éléments. Un effet de pépite, un palier, une portée. Et ça s'arrête là. Et ici, je reviens au troisième cas pour l'interprétation. Vous avez ici un variogramme avec deux paliers, avec deux points de courbure et avec deux portées. Si je parle de palier, la projection sur l'axe YX, elle me donne la valeur de la portée. J'ai ici C1, ça me donne la première portée A1. J'ai ici C2, ça me donne la projection verticale, me donne la première valeur A2 ou bien la deuxième portée. Et or, d'habitude, on a affaire à une portée, un palier, un C0, et non pas deux. Donc, si vous avez cette forme et vous avez un variogramme avec deux points de courbure max, c'est-à-dire avec deux paliers, avec deux, vous pouvez dire que c'est un variogramme à structure gigogne ou bien un variogramme à structure emboîtée. Et vous avez affaire à un problème qui s'emboîte, un problème à l'intérieur de l'autre, un problème qui cause l'autre, par exemple, un sujet qui cause le deuxième sujet. Donc, vous avez ici affaire à un variogramme en structure gigogne. Par exemple, je prends la pollution de la nappe comme variable régionalisée. Bien sûr, la pollution, elle se mesure par la concentration des éléments chimiques. Donc, cette pollution, je peux la représenter, par exemple, comme si vous avez affaire à deux éléments chimiques à l'intérieur ou bien au niveau de la nappe qui s'emboîtent. Par exemple, je prends le potassium et le sodium. Vous avez affaire à une pollution de la nappe par la concentration de potassium et de sodium. Ensuite, vous avez affaire, si vous avancez encore plus les analyses chimiques, vous avez affaire à d'autres éléments chimiques. Toujours, je parle de la pollution, ce sera d'autres éléments chimiques. Donc, la pollution, c'est elle-même la variable régionalisée, mais vous avez affaire à des concentrations des éléments chimiques qui sont différentes. Donc, vous avez des potassium, sodium, vous avez d'autres éléments chimiques. Donc, il y a un emboîtement de ces éléments chimiques qui donne alors la pollution de la nappe. Si vous avez affaire à la représentation géostatistique, vous pouvez avoir un modèle à structure gigogne. Donc, dans tout à l'heure, le variogramme égale à gamma 1 plus gamma 2. Bref, ici, pour n'importe quel sujet, donc vous avez, ou bien pour n'importe quel projet, vous avez un sujet qui s'emboîte, vous avez deux variables emboîtées, l'une à l'intérieur de l'autre, ou bien l'une qui cause l'autre, vous pouvez avoir un variogramme à structure gigogne. Quand est-ce que vous pouvez détecter ce variogramme? Quand vous tracez le variogramme et vous avez trouvé deux paliers et deux portées. À ce moment-là, vous pouvez dire que c'est une structure gigogne. Donc ici, alors, c'est l'interprétation en fonction de son comportement de palier. Je rajoute à cela toujours par rapport à son comportement palier. Vous avez ici un variogramme avec palier, mais c'est un palier qui est limité. On appelle ça un variogramme borné.
Soit vous avez un variogramme avec palier, mais c'est un palier qui est illimite dans l'espace ici. Il y a un variogramme illimite. Donc la valeur, elle est illimite. Si vous avez affaire à cette forme de variogramme, donc le variogramme est appelé un variogramme non borné. C'est un variogramme non borné. Donc on récapitule l'interprétation du variogramme en fonction de son comportement de palier. Vous avez soit un variogramme à palier simple, soit vous avez un variogramme à effet de trou dont le palier représente une périodicité cyclique et une fonction sinusoïdale, soit vous avez affaire à un variogramme avec deux paliers et deux portées, et on appelle ça un variogramme à structure gigone. Également, soit le variogramme présente un palier borné limité, c'est un variogramme borné, soit un variogramme qui présente un palier non borné, dont la valeur de palier, elle est limite dans l'espace. Est-ce que vous avez compris? Y a-t-il des questions? Cette partie, interprétation du variogramme. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Non, pas de questions? Y a-t-il des questions à propos de cette partie? Interprétation du variogramme. Donc, à partir de ce moment, à présent, vous pouvez terminer cette question au niveau d'exercice, interpréter le variogramme. Je rappelle ici l'exercice, c'est un exercice en géologie minière. Le principe ici, ce n'est pas de préciser la géologie minière ou bien l'hydro ou bien une autre spécialité. Le principe, c'est d'avoir l'idée de tracer le variogramme et de présenter le modèle visuel et de lire le variogramme et interpréter le variogramme. Donc ici, le tableau représente les teneurs du zinc, le variogramme des teneurs des zinc en ppm. Bien sûr, si la variable elle est en ppm, donc le variogramme c'est gamma de H, l'unité c'est ppm carré. La teneur du zinc dans un bloc de gisement de 500 par 500 par 500, c'est-à-dire la limite de la zone du travail, les limites sont données, c'est-à-dire un bloc, un volume de 500 mètres par 500 mètres par 500. Ici, la première question présentait le nuage de points sur un papier millimétrie. Donc, vous avez déjà les gammas de H, vous avez les distances H. Vous placez sur l'axe X les distances en respectant également la dimension, en choisissant une forme d'échelle avec le respect, si vous voulez, de la dimension du bloc, 500 mètres par 500 mètres, et également les valeurs min et max du gamma de H. Et vous présentez votre nuage de points d'une manière, il ne sera pas trop serré, il ne sera pas trop large. Après la représentation du nuage de points, essayez de donner un modèle visuel, c'est-à-dire vous prenez le crayon, vous passez entre les points, à côté des points et jamais. Donc cette procédure, à partir de là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un modèle visuel. Une fois le graphe est fini, vous avez présenté ce modèle visuel, essayez de tirer les éléments. C'est ce qu'on appelle la lecture du variogramme. Il faut chercher le C0, il faut chercher le C, il faut chercher la portée A. Ici, avant même de tracer le variogramme, j'ai déjà une idée sur C0, j'ai déjà une idée sur l'effet de pépite. Parce que nous avons bien dit que quand la distance égale à 0, cache la distance, quand la distance égale à 0, normalement, gamma de H égale à 0, il n'y a pas de distance. Donc, malgré ça, gamma de H égale à une valeur constante égale à 20. Donc, ici, 20, c'est l'effet de pépite. Quand je trace le variogramme, je dois commencer le variogramme par la valeur 20. Par la valeur 20 au niveau du gamma de H. C'est l'intersection du graphe avec l'axe des gamma de H. Ensuite, quand je termine la présentation, je cherche le point de courbure max. C'est celui-là qui présente la variation, présente le palier. Je fais la projection horizontale et je lis sur l'axe gamma de H et je lis la valeur de C en ppm carré. Et je fais une autre projection verticale sur l'axe des distances H. J'aurai la distance H en mètres et c'est la portée. À ce moment-là, j'ai fait quoi? J'ai réalisé une lecture de variogramme. Maintenant, cette lecture, elle doit être accompagnée par, si vous voulez, une explication, un détail. 0 à 20. C'est 0 égale à 20, c'est-à-dire que les mesures de la teneur du zinc au préalable avant le calcul du variogramme, c'est-à-dire les teneurs elles-mêmes, avant le calcul des variogrammes, présentent des erreurs.
mais c'est des erreurs acceptables par rapport au palier. Ici, le palier, vous pouvez détecter quand vous tracez le diagramme. Donc, ils sont faibles par rapport au palier. Donc, le diagramme, il est significatif de la teneur. On peut répondre de cette façon. Le diagramme de la teneur du zinc, c'est un diagramme significatif malgré que l'effet de pépite existe et logiquement, normalement, quand H égale à 0, quand il n'y a pas de distance, le gamma de H, le diagramme doit être nul. J'ai une valeur constante, cette valeur représente les erreurs. J'accepte ces erreurs parce qu'elle est faible par rapport au palier et c'est un diagramme significatif. Donc, la structuration de la teneur du zinc au niveau de ce gisement, c'est une structuration acceptable. Maintenant, le palier, pardon. Le palier. Le palier, ici, je n'ai pas le graphe, mais le palier, il est autour de 300, 350. Il est de ce côté, de cette valeur. Donc, ça sera alors 349, 348, plutôt 60, 62, 60, 61, si vous voulez. Donc, il est de